Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Meudon et à l'espace numérique de la ville où nous nous trouvons actuellement pour l'émission Regard sur le numérique. Une émission dont le but est de vous éclairer sur les nouvelles pratiques numériques grâce à nos invités experts dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de réalité virtuelle. Dispositif électronique portatif, le casque de réalité virtuelle permet de vous immerger dans un monde virtuel en 3 dimensions grâce à un son stéréo et des images dans un écran stéréoscopique sur le principe du relief. Le jeu vidéo a marqué le développement de la réalité virtuelle, mais ses applications sont nombreuses, notamment dans la formation professionnelle, l'architecture, la création artistique ou bien encore dans le traitement médical de certaines phobies ou addictions. Mais le principe du virtuel, c'est de ne pas être réel. Alors comment peut-on vous donner l'impression de vivre une réalité dans un monde virtuel ? Alors c'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. Ossana Fakradian, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'école du numérique de Meudon, où il est possible de se former à différents outils numériques. Nous allons en parler dans quelques instants. Julien Piot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes pour la société Antilogie, une société spécialisée dans l'acculturation, c'est-à-dire l'assimilation d'une nouvelle culture, si je puis dire, celle de la réalité virtuelle, augmentée, mixte et le métaverse. Et nous avons au téléphone avec nous le docteur Éric Malbos. Bonjour docteur. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Très clairement, comme dans la réalité. Bon, alors médecin psychiatre au centre hospitalo-universitaire de Sainte-Marguerite à Marseille, vous êtes un spécialiste de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine médical pour le traitement de phobies ou d'addictions. Et nous allons voir pourquoi et comment cela fonctionne. Alors je vais commencer par vous, Julien Piot, avec une première question concernant la société Antilogie. En quelques mots, pourquoi une société dédiée à l'acculturation en matière de réalité virtuelle ? Alors, disons que c'est un média qui a besoin aujourd'hui justement d'être diffusé et qui est encore assez balbutiement. Alors, bien qu'aujourd'hui, nous, on accompagne des groupes comme la SNCF qui l'ont déployé à hauteur de 1200 casques et pour adresser leurs 250 000 collaborateurs, il y a encore aujourd'hui des environnements, des entreprises, des organisations qui ont besoin de découvrir ces médias. Bon, après, Antilogie est spécialisée dans l'acculturation, mais c'est vraiment la première phase de ce que propose Antilogie. On va bientôt, bien entendu, s'étendre beaucoup plus loin que ça et accompagner l'adoption de l'usage. Chez nous, c'est ça le métier, au-delà de l'acculturation, faire adopter l'usage. Alors très bien, on va revenir de toute façon dessus. Alors pour quelles raisons déjà une entreprise ferait-elle appel à de la réalité virtuelle en tant que telle ? Est-ce que vous avez des exemples comme ça ? Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup d'exemples. En premier lieu, on dira le besoin principal, c'est la formation. La formation à la sécurité, la formation aux soft skills, et à peu près tous les sujets de formation qui peuvent exister. Et plus particulièrement la simulation dans la formation. Par exemple, la SNCF va avoir besoin de former ses cheminots au risque sur les rails, mais également ses contrôleurs à des réactions en cas d'agression, par exemple. Et puis, par ailleurs, plus loin, leur cadre pour savoir prendre la parole en public, faire un retour positif. Donc, on voit qu'on adresse vraiment tous les silos métiers ou les verticaux métiers. Par ailleurs, des sociétés comme Suez ou Veolia vont également en avoir besoin pour sensibiliser aux accidents mortels et très souvent pour finalement permettre à des salariés qui ont 20 ans de boîte d'être à nouveau sensibilisés. Et pourquoi la réalité virtuelle ? Parce que ces vertus font qu'elles donnent l'impression qu'on est dedans, vraiment. Alors, il n'y a pas de virtualité virtuelle encore aujourd'hui, mais néanmoins, alors, selon ce qui est utilisé dans la réalité virtuelle, on peut être très proche du réalisme. Aujourd'hui, on va utiliser par exemple des images en vidéo à 360 degrés. Vous êtes projeté dans une vraie scène et vous pouvez vous tourner à tout endroit, voir la réalité, pour le coup. Alors c'est vrai qu'on en a parlé pendant la préparation de l'émission, où on a parlé de réalité virtuelle, augmentée, mixte, métaverse. Alors pour que les gens comprennent bien, dans la mesure où c'est un petit peu flou tout ça, vous m'avez dit quelque chose de très simple et de très intéressant pour que les gens comprennent la différence. Alors oui, en tout cas, entre la réalité virtuelle et le métavers, en tout cas la différence entre la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée, la première, vous êtes complètement occulté. La réalité virtuelle, vous ne voyez rien d'autre que le média dans lequel vous êtes immergé. La réalité mixte, elle, permet, à travers des caméras qui sont sur le casque, de retransmettre le signal et d'y intégrer des éléments digitaux avec lesquels on va pouvoir interagir. Et puis la réalité augmentée, elle, est la réalité à travers des lunettes,
la dernière keynote de Meta a montré le futur dans le domaine et c'est très encourageant et très ambitieux. Mais là, en fait, on voit à travers des verres, en un sens, des hologrammes qui viennent se placer dessus. Et puis, alors, la différence, en tout cas, entre la réalité virtuelle et le métavers, très, très souvent, la réalité virtuelle, on est seul dans une application où on va jouer à un jeu, regarder un concert, mais seul. En revanche, le métavers, eh bien, c'est une expérience sociale. On est ensemble. Alors, on va pouvoir travailler, faire des séances de design thinking, mais aussi, par exemple, assister à un concert, assister à un spectacle vivant. Donc voilà, la vraie différence entre les deux, métavers, réalité virtuelle, expérience sociale, très souvent expérience individuelle, parfois un peu multijoueur en réalité virtuelle, mais assez rarement quand même. Donc les sociétés sont assez ouvertes à ce type de formation, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est nouveau quand même. Au-delà d'être ouvertes, elles y trouvent une très très forte utilité. Typiquement, si je veux former quelqu'un sur, par exemple, sensibiliser la population de mon entreprise aux violences sexuelles et sexistes, je peux demander à Jean-Jacques de venir avec sa jolie présentation, faire du mansplaining et puis expliquer à ces dames. Alors faites bien attention quand vous utilisez les mots anglais, parce que des fois, voilà, si vous avez... je vais le faire en français, faire de la m'explication, et puis finalement expliquer à des dames qu'est-ce que c'est les VSS. Finalement, et à des hommes d'ailleurs. Oui, donc la violence VSS, violence sexuelle et sexiste. Mais ce qui est aujourd'hui un sujet sociétal qui adresse autant les collèges que les grandes entreprises, vraiment. Et donc, quand vous êtes dans une simulation en réalité virtuelle, immergé dans une situation où quelqu'un fait preuve de violence sexuelle et sexiste auprès de vous, vous avez un ressenti qui est décuplé par rapport à toute présentation qu'on pourra vous faire ou simulation, d'une part. Donc, dans ce sens-là, c'est dans le sens de la simulation, de l'expérience, que c'est très pertinent, très probant. On va vraiment simuler des situations, par exemple, de danger, vous faire travailler en hauteur, pouvoir mesurer si oui, non, vous avez le vertige, pouvoir mesurer si vous allez prendre la bonne décision au bon moment et vous faire appel à votre capacité à décider plutôt qu'à appliquer les règles, par exemple. Donc voilà, les entreprises en ont un énorme besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déviance ou un petit risque comme ça de rentrer un petit peu trop dans la personnalité des gens malgré tout ? Parce qu'on a des émotions, on ressent des choses et parfois ça pourrait peut-être être analysé, peut-être pas forcément à bon escient. Vous pensez que c'est un problème ça ou pas ? Je dirais que non, on va dire oui et non. Pourquoi ? Parce que c'est au début, on n'en est qu'au début quand même, ça pourrait peut-être... non, là on commence... C'est bien encadré quand même. Là on est vraiment, on en est plutôt au beau milieu. Et, ça se déploie encore une fois. Chez SNCF, vous avez 1200 casques déployés, 165 formateurs qui sont formés à les utiliser, 22 équivalents temps plein, donc 22 personnes qui travaillent tous les jours dans le domaine. Donc là, on parle de vraiment d'un service dans la société. Et après, oui, alors, il y a plein de fantasmes qui courent autour de ça pourrait contrôler, on pourrait... voilà, alors, j'ai envie de dire, c'est comme Internet. Dans Internet, on trouve des choses magnifiques, géniales, Wikipédia, que sais-je, qui sont du média, de l'information, qui permettent soi-même de grandir, parfois, de s'acculturer, de se former. C'est pareil dans la réalité virtuelle. On a des très, très bons côtés et on retrouvera parfois les très mauvais côtés qu'on va retrouver dans le web. Oui, on aura peut-être certainement l'occasion de le voir dans un futur proche ou je ne sais pas. Quand je vous parlais de choses un peu nouvelles, je entendais par là qu'il n'y a pas tant de sociétés que ça qui forment finalement à la réalité virtuelle aujourd'hui. Alors, qui forment à la réalité virtuelle, enfin qui forment avec la réalité virtuelle, on dira environ 70% du CAC 40 y est aujourd'hui. Donc il y a quand même déjà un grand nombre d'organisations qui l'utilisent, pas forcément au quotidien, pas forcément pour tout, mais on y vient. Typiquement, aujourd'hui, on a encore ces gros périphériques qui peuvent être lourds, difficiles à porter. Encore une fois, dernièrement, Mark Zuckerberg qui a fait une démonstration lors de sa keynote des futures lunettes de réalité augmentée. Ça fait la démonstration que demain, on n'aura quasi plus d'écran d'ordinateur et qu'on se sentira bien... Enfin, quand on fera un feedback, un retour sur nous-mêmes, on se dira mais pourquoi je marchais dans la rue avec mon mobile comme ça pour me diriger ? Finalement, alors, vous ne le voyez pas, vous l'entendez, c'est une émission radio, mais néanmoins c'est vrai qu'aujourd'hui, regardez, votre Waze, vous l'utilisez, vous le regardez dans la voiture. Demain, votre Waze, ça sera votre pare-brise, votre logiciel qui vous permet de vous diriger en temps réel dans les rues.
Et là, imaginez le monde de demain, on aura des lunettes, ça remplacera notre portable. C'est quasi déjà le cas aujourd'hui. Si vous essayez les lunettes Meta qui ont été faites en collaboration avec Luxottica, ce sont des lunettes qui vous permettent, qui ont des caméras intégrées et qui vous permettent de dire quelle est cette fleur. Et l'intelligence artificielle va répondre. Très bien. Alors donc, on va former des personnes qui vont répondre justement à des problématiques comme vous disiez, les accidents du travail, enfin en architecture, enfin il y a plein de domaines. Vous travaillez aussi bien avec des sociétés comme la SNCF, vous l'avez dit, BNP Paribas, Thales, Pôle emploi, etc. Donc il y en a quand même beaucoup. Stellantis, Renault. Je dirais, en fait, ça dépend des métiers. Renault, Stellantis, qui sont des fabricants automobiles, depuis déjà des années, ils utilisent des dispositifs de réalité virtuelle afin de faire ce qu'on appelle de la revue design et surtout afin de répondre à des enjeux qui sont assez importants en matière de où se trouvent les ingénieurs, où se trouve la production. Donc vous avez des ingénieurs au Japon, des ingénieurs aux États-Unis et ensemble, ils interagissent dans un monde virtuel. Alors, c'est pas toujours avec un casque, il y a ce qu'on appelle un cave qui est un dispositif à la hauteur des 2 millions d'euros mais qui vous permet de manipuler, voir ensemble des pièces auto, des autos complètes, faire un éclaté de l'auto. Est-ce que selon vous, les techniques immersives comme celle-ci vont pouvoir bouleverser un peu l'apprentissage ? Elles l'ont déjà fait, elles le bouleversent déjà au quotidien. Alors justement, on va le voir du côté de l'apprentissage, mais des plus petits à présent avec vous, Ossana Fakradian. Vous êtes donc coordinatrice de l'école du numérique de Meudon. Alors pour faire une rapide présentation des lieux, l'école du numérique Microfolie de Meudon est un espace dédié à la formation et à la création numérique. Donc il a été créé en partenariat avec Seine et Yvelines Numérique et il rejoint l'espace numérique et le lab de Meudon dans cette mission. Alors Ossana Fakradian, vous proposez de nombreuses activités autour du numérique et notamment de la réalité virtuelle. Quelles sont ces activités avec les petits ? L'école du numérique de Meudon propose de découvrir la réalité virtuelle de 16h30 à 18h tous les samedis dans un libre service où les casques sont à disposition avec un certain nombre de contenus. On peut très bien jouer aux jeux vidéo, on peut aussi visiter des musées, on peut plonger dans des œuvres d'art pour les découvrir vraiment de l'intérieur et puis en voir les détails qu'on ne verrait pas sur un tableau dans un musée. Alors, à qui ça s'adresse précisément ? Donc là, vous parlez, il y a des classes, mais il y a d'autres. Qui vient à Meudon, à l'école du numérique, pour pouvoir justement s'initier ou tester, faire des soirées, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors, le samedi, le libre-service, il est ouvert gratuitement à toutes les personnes à partir de 11 ans. Mais on propose aussi des soirées famille qu'on organise dans le but que les plus jeunes puissent découvrir la réalité virtuelle, mais accompagnés de leurs parents. Et puis le mercredi, c'est le temps dédié aux enseignants qui peuvent venir tous les mercredis pour découvrir et se former à tous les outils du numérique éducatif dont les casques font partie. Oui, alors vous avez plusieurs types de casques en plus. Vous avez des casques sans fil, des casques avec fil. Donc j'imagine qu'il y en a un qui a peut-être où il y a peut-être plus d'informations. Enfin, on peut peut-être avoir plus d'applications que l'autre. Eh bien, on a deux casques qui sont bien différents. Je ne sais pas si on peut les citer, mais oui. Donc on a les HP Reverb qui sont eux connectés directement en ordinateur. Ils proposent vraiment du contenu graphique qui est de très grande qualité. On n'a pas de problème d'autonomie puisqu'on est relié à un ordinateur. Ils sont utilisés vraiment pour les contenus où l'imagerie est intéressante. On a aussi les MetaQuest 2 qui sont autonomes. Forcément, ils vont avoir des avantages et des désavantages l'un et l'autre, mais c'est vrai que les Quest permettent aussi de faire du hors-les-murs assez facilement. La ville de Meudon est très impliquée auprès de ses habitants. Vous aurez l'occasion de le découvrir puisque le mois de novembre est dédié à l'inclusion et récemment à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, également soutenue par la ville. L'école du numérique, vous avez organisé une expérience immersive en réalité virtuelle avec Anne Majal-Breteau, chef de projet Ville inclusive et santé à la direction de la solidarité CCAS de Meudon. Alors quel était le principe et l'objectif ? L'objectif, c'était d'aider les participants à mieux comprendre le TSA, donc les troubles du spectre autistique, et à avoir une meilleure empathie envers les personnes qui en sont atteintes. Notamment, là, c'était dans le cadre de l'utilisation de l'application Dans la peau d'une personne autiste qui a été développée par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui simule une visite chez le dentiste. Mais évidemment, en faisant ressentir aux participants les défis sociaux et émotionnels d'une personne atteinte du TSA. Oui, et apparemment, ce n'était pas facile de se mettre dans la peau d'une personne autiste. Effectivement, c'était un peu difficile, je crois. Oui, ça a été parfois très difficile. Donc, notamment, on a eu des parents d'enfants qui étaient atteints du trouble et qui ont pu vraiment ressentir
Oui. et ça les a bien aidés. Oui, comme quoi c'est important de se mettre comme ça dans un mode immersif. Et en tout cas, le casque de réalité virtuelle aide beaucoup. Et qu'apportent finalement donc, ces nouveaux outils? Donc là, on en parlait justement par rapport à cette sensation, en tout cas cette expérience. Qu'apportent ces nouveaux outils à la pédagogie? Les outils du numérique éducatif, de manière globale, de toute façon, transforment forcément l'éducation, le mode d'éducation qu'on va mettre en place. Je pense que ce qui est le plus marquant, c'est le fait qu'on peut vraiment adapter son mode pédagogique à la personne, aux besoins individuels de la personne. Ce qui est intéressant avec le casque de réalité virtuelle, en l'occurrence, c'est l'idée de l'immersion, comme on l'a dit. L'immersion va permettre vraiment de se couper de la réalité et de pouvoir être dans des concepts concrets, des applications concrètes. Et il y a aussi un aspect de mémorisation, une meilleure mémorisation dans l'apprentissage, puisque on vient vivre une expérience émotionnelle et l'émotion va aider le travail de mémorisation. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un avantage certain pour les enseignants, notamment l'intérêt justement d'utiliser cette réalité virtuelle dans le cadre, je ne sais pas, de présentation de musées ou autre? Quel est l'avantage pour un enseignant? L'enseignant va pouvoir ajouter à son schéma pédagogique des expériences qui sont parfois difficiles à mettre en place dans une classe, notamment une visite d'un monument historique, d'un lieu qui ne va pas forcément être à portée d'un voyage scolaire, ou bien par exemple des expériences scientifiques, des expériences techniques qui vont être parfois dangereuses ou tout simplement difficiles, coûteuses à mettre en place dans une classe. Alors peut-on parler rapidement justement d'une petite sélection d'applications aujourd'hui qu'on trouverait de réalité virtuelle qui serait intéressante aussi bien pour les élèves que pour les enseignants? Bien sûr. Je parlerai d'abord de Gravity Sketch, qui est un outil de modélisation 3D. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves vont pouvoir à la fois modéliser, mais aussi manipuler l'objet 3D. Et ça permet de mettre, de facilement faire comprendre des concepts abstraits, géométriques, et tout ce qui est profondeur dans l'espace, qui est parfois difficile sur un écran ou sur une feuille. En deuxième application, je parlerai de Ocean Rift, qui est un outil de voyage dans les profondeurs de l'océan. Il est intéressant parce que non seulement il y a l'aspect science naturelle qui est intéressante, on observe la faune dans son environnement naturel, avec toute une série d'informations sur l'écosystème. Mais il y a aussi un aspect intéressant puisque le jeune va aussi avoir une approche technique en utilisant le casque en lui-même. Et puis pour finir sur une petite note artistique, je parlerai en tête-à-tête avec la Joconde, excusez-moi, développée par le musée du Louvre, qui permet de rentrer dans le tableau de Mona Lisa, et on peut en voir à la fois la texture du panneau de bois, les coups de pinceau, on va voir même les fissures qui ont été faites par le temps. C'est très intéressant parce qu'on va venir intégrer ça par exemple dans un cours d'art plastique pour parler des techniques, mais on peut aussi intégrer ça dans un cours d'histoire pour parler par exemple introduire la Renaissance par exemple. Alors j'ai moi-même essayé l'ISS pour aller donc justement sur la station spatiale internationale. C'est assez bluffant, c'est assez étonnant. Il ne faut pas avoir mangé une choucroute juste avant. Mais c'est vrai que donc, pour rappel, vous avez aussi une ouverture des soirées famille pour les adultes ou les petits en même temps. Et puis aussi donc, en open libre service. Voilà, c'est ça, en libre service aussi pour tout le monde. C'est des jours bien précis pour les adultes. Donc c'est le samedi de 16h30 à 18h, donc tous les samedis, et c'est gratuit. C'est ouvert à partir de 11 ans. Très bien, parfait. Bon, alors on retient donc l'école du numérique à Meudon. Nous allons parler à présent psychothérapie et réalité virtuelle. Alors je le disais en introduction, les casques VR peuvent aussi servir à traiter des phobies ou des addictions, telles que la cigarette ou l'agoraphobie. Nous avons donc en ligne, toujours avec nous, le docteur Éric Malbos. Vous êtes toujours là, docteur ? Toujours présent, et c'est bien moi, je ne suis pas une intelligence artificielle. Très bien. Alors vous êtes, je le rappelle, médecin psychiatre, spécialiste de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine médical au centre hospitalo-universitaire de Sainte-Marguerite à Marseille. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, docteur, à utiliser la réalité virtuelle dans votre domaine, la médecine ? Très simplement, c'est quand j'ai dû chercher un sujet de thèse en médecine, quand on passe à la thèse, je voulais en fait combiner à la fois la médecine et à la fois ce qui me passionnait aussi, la science-fiction, les dessins animés japonais, donc les mangas, et les jeux vidéo. Et l'idée justement d'utiliser la réalité virtuelle
pour traiter des patients qui ont des troubles mentaux. Il y avait déjà, au début des années 2000, des chercheurs européens et américains qui travaillaient dessus. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis intéressé. J'ai fait la thèse sur ce sujet et après, j'ai poursuivi. Et quel type de pathologie alors peut-on traiter avec la réalité virtuelle aujourd'hui? En 2024, vous pouvez traiter de très nombreuses pathologies en santé mentale. Ça va être tous les troubles anxieux, donc phobie, TOC, troubles anxieux généralisés, stress post-traumatique. Il va y avoir les addictions, addiction au tabac, à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne, à la cocaïne, et les troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie. D'accord, alors nous parlions justement de ce mois de novembre qui est le mois de l'inclusion, en tout cas pour Meudon, sur le handicap physique et mental. Est-ce que par exemple la schizophrénie ou bien la bipolarité sont des choses qu'on peut aussi traiter peut-être avec la réalité virtuelle? Alors, la schizophrénie, on rentre dans un cadre expérimental, c'est-à-dire qu'il faut encore démontrer l'efficacité de la réalité virtuelle dans ce domaine. Pour l'instant, les voies de recherche, c'est de travailler sur les cognitions sociales, la capacité de la personne à échanger avec autrui, ce qu'on peut faire par entraînement en réalité virtuelle. Vous échangez avec des avatars, vous bavardez, vous faites des demandes, etc. Et après, ça va être aussi de gérer, dans certains cas, en réalité virtuelle, ces hallucinations. Les hallucinations, là, dans un cadre expérimental, sont Mhm. recréées en réalité virtuelle, ce qui permet aux patients de pouvoir discuter plus calmement avec une représentation virtuelle de sa propre hallucination. Et pour la bipolarité, ça va être un travail qui va être différent. Là encore, c'est expérimental, hein. Mhm. Donc, c'est travailler à la fois sur la relaxation en réalité virtuelle pour la phase maniaque et pour la phase dépressive, d'avoir un avatar soutien qui va vous aider à prendre certaines décisions ou alors à construire un agenda d'activité. On est bien d'accord, c'est encore des essais expérimentaux. Alors pourquoi se Oui. servir de la réalité virtuelle pour les pathologies dont vous avez parlé, les addictions, les phobies? Alors, c'est dans le cadre de la thérapie d'exposition, c'est-à-dire que dans les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont une forme de psychothérapie, vous devez enseigner des méthodes aux patients et après il va s'exposer à ces situations, les situations problématiques, ce qu'il redoute, ce dont il a peur, ou alors les situations de tentation. Traditionnellement, donc, c'était fait par imagination, donc que le patient imagine dans sa tête un chien agressif, un vol en avion, un rail de cocaïne posé sur une table. Ouais, c'était un peu difficile. Ou alors il fallait faire dans la réalité. Et bon, c'est difficile pour les psychiatres d'avoir de la cocaïne et de l'héroïne. Et c'est difficile aussi pour les psychiatres ou les psychologues de faire venir des chiens, des rats, des chats, ou d'aller dans l'avion avec le patient, ou de se promener dans un supermarché, ou de trouver des pots de Nutella. Tout ça, c'est quasi impossible à reproduire dans la réalité, alors que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que la réalité virtuelle a tout son sens, parce que précisément dans les hôpitaux, les cliniques ou au cabinet, vous pouvez recréer tout ça. Donc des bars de plage, des rave parties, un vol en avion, un ascenseur transparent en hauteur, un chien ou des rats avec différents comportements. Tout ça, vous pouvez le faire donc dans la structure clinique grâce à la réalité virtuelle. Mais alors est-ce que tout le monde peut prétendre à l'utilisation de cette réalité virtuelle? Vous parlez donc de phobie, de choses comme ça. C'est vrai que si on est claustrophobe, ça ne doit pas être évident tout de même. Alors oui, c'est ce qu'on s'imagine et effectivement, parfois, certains patients se disent: «Mais attendez, quand je vais porter le casque de réalité virtuelle, ça va pas m'étouffer?» et cetera. Mhm. Mais en fait, une fois qu'ils le portent, ils se rendent compte qu'ils respirent très bien et ils n'y pensent plus tellement ils sont justement pris par l'expérience virtuelle, donc ça pose aucun problème. En tous les cas, s'ils le veulent, ils peuvent l'enlever, donc le fait qu'ils aient ce choix est très agréable pour eux. Mhm. Oui, quelque part, il y a un petit côté ludique aussi, qui fait aussi un petit peu oublier peut-être quelques instants la phobie pour laquelle on est plongé dedans. Oui, alors ça, l'aspect ludique, c'est surtout l'aspect immersif, mais l'aspect ludique, on le retrouve en particulier chez les personnes qui font l'association avec les jeux vidéo. Donc, vous voyez, quand on parle de psychothérapie à un jeune, il va trouver ça, ouais, d'accord, une psychothérapie, je vais encore parler, j'en ai marre de parler, ça m'ennuie, etc. Mais quand vous le présentez, non, mais c'est la réalité virtuelle, c'est comme des jeux vidéo, tu vas pouvoir te balader, on va partager de grandes expériences, on va aller sur des grandes falaises, on va aller dans un canyon. Tout de suite, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus ludique, et ça va tenter justement les personnes qui sont peu motivées à la psychothérapie à être plus motivées. Mhm. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est efficace comme outil aujourd'hui? Ça marche bien en général? Alors, quand on parle d'efficacité, il faut effectivement être très rigoureux, c'est-à-dire il faut parler des résultats publiés dans des revues scientifiques d'études cliniques utilisant la réalité virtuelle sur de vrais patients. Donc oui, je réponds à cette question. Les méta-analyses, c'est-à-dire la compilation des différents articles publiés sur les 30 dernières années en réalité virtuelle pour la psychothérapie, font état d'une efficacité clinique significative, c'est-à-dire concrètement que les patients vont mieux, ils sont
plus légers, plus insouciants, ils sont moins dépendants et surtout, ils retrouvent ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire leur liberté, leur autonomie, leur insouciance. Et est-ce qu'il faut longtemps pour soigner un patient? Alors j'imagine que c'est peut-être du cas par cas, mais est-ce qu'il y a un protocole quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça prendrait combien de temps, par exemple, de traiter une personne atteinte d'agoraphobie? Donc de la phobie de la foule. C'est ça. Et l'agoraphobie, c'est pas seulement la phobie de la foule, c'est la phobie c'est la peur de se retrouver dans une situation Mhm. où c'est extraire et difficile. Ça va être les concerts, ça va être l'avion, ça va être le métro, ça va être les ascenseurs, c'est très varié. Donc en tous les cas, pour répondre à votre question, c'est extrêmement standardisé puisque c'est tiré des études cliniques. Donc ça va être 11 à 12 séances. Donc, et c'est vrai pour toute pathologie confondue. Donc ouais, c'est très standardisé. Donc des séances où on enseigne aux patients la thérapie cognitivo-comportementale et des séances où il va pouvoir les utiliser en réalité virtuelle. Donc on peut préconiser des séances de réalité virtuelle pour quelqu'un pour qui ça serait intéressant. C'est ça, si c'est des patients qui souffrent effectivement de troubles anxieux ou d'addiction ou de troubles du comportement alimentaire, c'est effectivement justifié car c'est efficace. Et comment réagissent les patients face à cet outil? J'imagine que ce n'est pas évident pour tout le monde quand même, hein, de mettre un casque sur la tête et puis d'avoir l'impression d'être complètement ailleurs. C'est nouveau, même pour les gens qui ont l'habitude, même pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, de se retrouver en 3D comme ça. Est-ce bien accepté? Alors justement, comme c'est intuitif, vous utilisez les mêmes gestes quasiment que dans la vraie vie. Eh bien, en fait, les patients s'y font très facilement. Et pour vous dire, les patients les plus âgés qu'on a vus avaient plus de 80 ans, donc ils n'ont jamais connu les jeux vidéo et certains n'ont jamais connu les ordinateurs. Ils s'y sont faits en 10 minutes parce que justement, c'est les mêmes gestes quasiment que dans la réalité. Mhm. Donc certains sont surpris, oh, c'est impressionnant, oh, on s'y croirait. Et la vitesse de familiarisation est très rapide. Alors vous êtes également devenu designer 3D, hein, puisque c'est vous-même qui avez développé cette technique, finalement, notamment le design 3D que les patients peuvent utiliser pour leur bien-être mental. C'est-à-dire que ça n'existait pas encore dans le commerce? Effectivement, quand j'ai commencé en 2002, donc il y a maintenant 22 ans, hein, Oui. les visiocasques, donc les casques de réalité virtuelle, étaient quand même déjà présents, même s'ils étaient plus archaïques, mais il n'y avait pas d'environnement virtuel thérapeutique. Donc oui, à l'époque, j'ai dû effectivement apprendre à utiliser des moteurs graphiques pour créer moi-même les environnements virtuels, le métro virtuel, les ascenseurs virtuels, les avions virtuels, pour traiter des patients claustrophobes et agoraphobes. Alors vous avez écrit un ouvrage aussi, hein, je tiens à le préciser, donc avec Rodolphe Oppenheimer, qui s'intitule Psychothérapie et réalité virtuelle aux éditions Odile Jacob. Alors clairement, grâce aux technologies numériques, finalement, on peut traiter tous ces troubles anxieux et les addictions beaucoup plus facilement, finalement, avec la réalité virtuelle. Absolument, beaucoup plus facilement parce que ce sont des thérapies courtes, donc c'est sur 3 ou 4 mois. C'est ludique, c'est accessible, c'est immersif, c'est didactique, c'est un véritable apprentissage. Mais il faut rester quand même conscient que ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que objectivement, le taux d'efficacité est de 80%. Oui, mais enfin, oh bon, on n'est quand même pas loin. On n'est pas loin du 100%. Oui, voilà. Mais est-ce que les patients peuvent l'utiliser seuls chez eux ensuite? Alors absolument, c'est l'évolution qui est en train de se passer depuis maintenant 2021. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, donc en 2002, j'ai dû les construire seul, mais maintenant vous avez des sociétés en France et dans le monde, comme Cytocare, comme InVirtuo, comme NeuroPR, comme Virtualis, qui les commercialisent pour les professionnels, mais aussi pour les patients. Depuis 2021, c'est aussi accessible aux patients, qui peuvent avoir leur casque quand ils les achètent donc dans le commerce, leur casque de réalité virtuelle. Ils les utilisent, ils les portent à la maison, ils louent ou achètent ces environnements virtuels auprès de ces sociétés et à distance, un psychologue ou une psychologue, donc ou un psychiatre ou une psychiatre, prend les commandes de ce casque de réalité virtuelle, à distance donc, hein, Mhm. et le patient peut ainsi faire la thérapie à la maison ou continuer à s'entraîner en réalité virtuelle à la maison. D'accord, donc ça reste relativement accessible aujourd'hui. Bon, j'imagine qu'évidemment, des casques, il en sort un peu, pas tous les jours, mais enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont accessibles pour les personnes, les particuliers qui souhaiteraient continuer leur thérapie, éventuellement s'ils le souhaitent, mais s'ils ont une rechute même ou quelque chose comme ça, non? Absolument, et c'est pour ça qu'il faut les casques en fait, les visiocasques en eux-mêmes, donc la réalité virtuelle en général est de plus en plus accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est de plus en plus accessible financièrement. Donc là, je ne travaille pas pour Meta, mais Meta vient de sortir son Quest 3S qui est à 329 euros. Il n'y a jamais eu des casques de réalité virtuelle à des prix aussi bas. 329 euros, ça, c'est encore cher, mais ça va permettre à la population
à une frange plus importante, d'avoir accès à la réalité virtuelle, pas seulement pour les jeux, mais aussi pour apprendre et aussi pour se traiter. Alors justement, on parlait des MetaQuest 2S, c'est ça, avec Osana, oui, tout à l'heure. Non, Quest 2. Oui, Quest 2. Le 3S, Voilà. c'est la suite. Alors, docteur, on vous demande aussi de former vos confrères, j'imagine, à ces techniques, parce que c'est quand même vous qui avez développé ça il y a très longtemps, alors que finalement, on a l'impression que ça vient de sortir, mais en fait, ça existe depuis un bon moment. Est-ce qu'on vous demande aussi de former d'autres personnes pour pouvoir élargir un petit peu cette utilisation de la réalité virtuelle dans le monde médical ? Alors vous avez raison, c'est la mission publique du centre hospitalo-universitaire, c'est de former les étudiants, les internes et les professionnels. Donc oui, au CHU, effectivement, on forme les médecins psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes à utiliser dans leur pratique clinique avec leurs vrais patients la réalité virtuelle dans le cadre des thérapies. Ça, c'est le premier volet. Et après, cette année, donc avec le docteur Maud Lemercier, on va effectivement créer un diplôme universitaire qui va commencer en septembre de l'année prochaine pour que les étudiants, pour que des professionnels puissent passer un diplôme reconnu, et donc un diplôme universitaire, de pratique de la réalité virtuelle en psychothérapie. Très bien, donc voilà un avenir pour les jeunes dans le numérique et le médical. Ça va être très intéressant. Encore un petit mot, Sana Fakhradjian et Julien Piot éventuellement. Moi, je pense qu'en termes d'éducation, la réalité virtuelle, c'est vraiment un complément intéressant pour les profs. Pour réellement accroître leurs usages pédagogiques, pour aller plus loin. Ça ne le remplacera pas, mais ça ira plus loin et je pense que c'est intéressant de s'y plonger. Et moi, je dirais que alors déjà, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec, j'ai envie de dire, deux personnes qui sont vraiment très immergées dans ce domaine et de façon assez différente, mais très vertueuse. Et d'autre part, je dirais que ce qu'on peut vraiment voir qui est synchronisé entre nous tous, et ce qu'on met en avant, c'est que c'est le côté expérientiel, c'est la brique expérientielle de nos métiers qui est impactée. Là, autant avec ce docteur qui nous a très bien expliqué qu'il allait simuler des situations, qu'avec toi, Osana, qu'avec vous, dans ce contexte aussi pour visiter des musées, et puis qu'avec les entreprises que j'ai évoquées qui, elles, vont adresser absolument tous leurs sujets de formation, par exemple. Docteur Éric Malbos, encore un petit mot peut-être. Vous souhaiteriez ajouter quelque chose ? Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'on est très tourné vers le futur aussi, et le futur, mais aussi le présent, c'est l'intégration, la phase suivante, la phase suivante de quoi ? De la réalité virtuelle, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle, Parfait. donc les modèles du langage, dans les environnements virtuels pour qu'on se retrouve avec des personnages avec lesquels le patient va pouvoir dialoguer comme avec de vrais humains, donc des personnages soutiens qui vont le soutenir dans des situations difficiles ou de tentation, des personnages qui vont aussi participer à l'expérience virtuelle de psychothérapie, même carrément des assistants psychothérapeutes IA en réalité virtuelle. Docteur, il faut qu'on en parle. On est sur des sujets de ce type chez nous, chez Antiologie. Bon, alors je vous mettrai en lien, ne vous inquiétez pas. Alors notre émission à présent se termine, malheureusement, parce qu'elle est très très intéressante. Mais si vous souhaitez en savoir plus, sachez que les médiathèques de Meudon vous proposent des ouvrages. De mon côté, je vais vous renvoyer à ceux qui ont servi de référence pour cette émission, notamment Psychothérapie et réalité virtuelle, du docteur Éric Malbos, donc notre invité, avec Rodolphe Oppenheimer aux éditions Odile Jacob. Formé avec la réalité virtuelle ou comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage, d'Émilie Gobin-Mignot et Bertrand Wolff. Donc Bertrand Wolff, je le signale, c'est le cofondateur de la société Antiologie, dont vous avez parlé puisque vous travaillez, n'est-ce pas ? Émilie aussi, ce sont deux cofondateurs, voilà. Émilie et Bertrand. Et c'est aux éditions Duno. Merci à vous, chers invités, de nous avoir apporté votre expérience du monde virtuel. Merci. Merci. Avec plaisir. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés d'avoir suivi donc cette émission. Et à bientôt pour un autre regard sur le numérique.